d'abord, je voudrais vous remercier pour aborder le thème de la participation sous cet angle, puisque je suis doublement intéressé, puisqu'il y a quelques jours, j'ai présenté une thèse de doctorat sur la question de la citoyenneté urbaine, en sciences politiques et en géographie. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre d'ailleurs sur ça. Et puis j'ai aussi cette casquette de praticien. J'ai travaillé 2 ans au service social de la ville de Genève en tant que conseiller en action communautaire en lien avec l'espace public. Et puis j'ai fondé donc la Fabrique de l'espace public, qui est un collectif qui travaille sur les questions de l'espace public et des outils de participation, notamment la recherche-action, mais aussi la scénographie ou la question du design de processus en intégrant le numérique. Donc, pas mal de choses, mais toujours en fait vis-à-vis de cette question de comment cette fabrique de la ville peut intégrer l'habitant et peut aussi s'intéresser à ce qu'est la citoyenneté. Donc, peut-être pour revenir sur cette question des blocages, c'est vrai que dans les différentes démarches, aussi dans mon travail de recherche, je voulais revenir sur 2 points qui me semblaient essentiels, qui a été aussi un petit peu soulevé auparavant. Le premier, c'est la question de l'engagement des institutions, puisque souvent on est amené quand même à travailler en collaboration, si ce n'est pas à l'intérieur ou pour l'institution, et que la question du projet de ville qui est derrière, donc l'intégration de la question de la participation sur quelque chose qui dépasse une question d'ingénierie ou de pratique, mais qui intègre la question de quelle est la ville qu'on a envie de fonder, quelle est la place de l'habitant à l'intérieur de ça. Moi, j'aime faire appel à ce vieux projet de police de la Grèce antique, mais qui devrait toujours être présent aujourd'hui, en tout cas qui est sous-entendu derrière cet idéal démocratique qu'on a envie de défendre. Elle entraîne justement un positionnement politique qui fait que la participation devient un engagement. Et on se rend compte souvent que cet engagement-là, il n'est pas présent dans les projets, et que notamment sur les questions de l'urbanisme et du projet urbain, il devient instrumentalisé en fait comme une notion supplémentaire à l'intérieur d'un projet, alors qu'on est plutôt en train de parler d'une fabrique de ville et de comment est-ce qu'on a envie de vivre tous ensemble. Donc là, c'est une nuance qui se pose toujours au départ, mais qui entraîne après... c'est comme ce caillou qu'on a mis au début du ruisseau, puis en fait, qui fait que le ruisseau, un jour, il va dans le Rhône ou il va dans le Rhin. Et je pense que là, on est vraiment sur une notion qui est hyper importante. D'ailleurs, ça pose la question de la transparence du projet, puis de cette vision qu'on arrive à partager avec l'habitant ou pas, justement, puisque ces questions qu'on a sur comment est-ce qu'on participe, comment est-ce qu'on fait qu'en tant qu'habitant, on a envie aussi de participer, c'est parce qu'on arrive à partager une vision, puis à se dire notre participation, elle va servir à ça, et j'ai envie de m'engager dans quelque chose qui va participer à la production de quelque chose. Ça interroge aussi, bien évidemment, la norme du projet urbain, on l'a mentionné tout à l'heure. Si cette norme, elle est capable d'être discutée ou pas. Est-ce que moi, quand je viens participer à quelque chose, notamment dans le projet urbain ou en urbanisme, c'est pour intégrer un vocabulaire d'expertise et puis faire que moi, je vais devenir petit à petit un urbanisme traditionnel, ou est-ce que c'est parce que moi, mes interrogations, mes questions en tant qu'habitant, elles vont pouvoir être intégrées dans le projet urbain. Ça reste encore quelque chose qui est en suspens, une grosse interrogation, et dont on arrive peu aujourd'hui à avoir des réponses qui sont intéressantes du point de vue de l'habitant, je dis. Cet habitant, pour revenir sur un dernier blocage que moi j'ai aussi expérimenté dans différents projets, et notamment qu'on expérimente beaucoup aujourd'hui à Genève, parce que la ville, le canton se pose les questions de qu'est-ce qu'est la Smart City, et puis cette Smart City, c'est un peu la ville du futur, la ville intelligente, et puis que les premiers feedbacks qu'on a sur ces 10 dernières années, c'est attention, la Smart City, c'est surtout l'implication des habitants, ce Smart Citizen qu'on doit forcément intégrer, mais on ne sait toujours pas comment le faire. Et puis, du coup, on essaye d'avoir une considération, en tout cas, du citoyen, selon des termes qui nous intéressent, nous, en tant qu'institution, et en tant que, comme l'a dit un des intervenants précédents, une ville démocratique, mais aussi capitaliste. Donc, pour autant, cette épistémologie du citoyen qu'on a dans les projets, elle est un peu toujours la même. La première, c'est un citoyen qui doit être intéressé. Donc, ça, ici, il y a 2 angles. Le premier, c'est déjà, moi, ça doit m'intéresser les objets de la vie publique. On sait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés directement par ça. Mais le deuxième volet de cet intéressement, c'est, encore pire, j'ai des intérêts propres dans le projet. Donc je dois défendre quelque chose qui est soit d'un cadre associatif, et j'ai envie d'une mobilité douce, ou au contraire, j'ai envie de garder la voiture, ou du coup, moi j'ai ma maison qui est à moins de 100 mètres, et puis j'ai pas envie qu'on construise quelque chose ici,
parce que dans mes intérêts, ça ne correspond pas. La deuxième caractéristique de cette épistémologie du citoyen qu'on retrouve souvent dans les projets urbains, c'est celle d'un citoyen qui est donc spatialisé, donc qui a une relation concrète avec le territoire en question. D'ailleurs, on soulevait avant cette question dans les futurs écoquartiers qui sont, où Madame Lossy l'a mentionné, on n'a pas de nouveaux habitants. Là aussi, du coup, ça renvoie avec cette idée d'une question un peu de comment est-ce qu'on considère la participation dans la ville. Est-ce que c'est simplement parce que moi j'habite là, ou est-ce que c'est parce qu'en fait on construit le territoire ensemble. Et puis il me semble que dans la première table ronde, on avait parlé des droits communs et de cette nécessité en fait à se dire ma participation elle ne doit pas être spatialisée, sinon elle doit être liée au commun et puis au projet collectif qu'on a envie de mettre en place. Donc là aussi, il y a c'est en même temps un blocage aujourd'hui, mais c'est aussi des leviers d'action qui sont sur le même que sur la question, et là je prends le cas un peu genevois qu'on a actuellement, où la ville, le canton utilisent beaucoup de prestataires extérieurs pour faire participer les citoyens, et puis on se rend compte que ces prestataires extérieurs, c'est toujours la sollicitation d'un citoyen qui est, il doit être smart, il doit être designer ou développeur, il doit être aussi entrepreneur, et puis souvent il doit parler l'anglais. Nous on est à Genève, c'est une ville internationale, donc si on n'est pas designer, si on ne parle pas l'anglais, si on ne maîtrise pas les réseaux sociaux, la participation pour hacker la ville, c'est très compliqué. Et donc du coup, ces thématiques-là du citoyen 2.0 qui vient participer à la ville, c'est le seul qui en fait a le droit à la ville intelligente. Et on se pose un peu les questions au départ de comment est-ce qu'on doit considérer tous ces projets-là. Néanmoins, et je vais revenir un peu sur des expériences plus concrètes, il y a aussi des points positifs à cette participation des habitants, puis des leviers qui sont déjà actifs. Le premier que j'ai envie de mettre en avant, c'est le fait que cette production urbaine participative, elle existe, qu'on le veuille ou pas, tout simplement dans la considération de la pratique spatiale de l'habitant, c'est-à-dire dans la manière dont il va utiliser l'espace et dont il va pouvoir éventuellement le détourner. Et c'est là que le contexte urbain et peut-être la qualification d'urbaine, en tout cas en termes de citoyenneté, a son sens. C'est dans la perspective en fait, que la ville nous offre un éventail de possibilités et d'opportunités pour nous approprier l'espace. C'est une référence que De Certeau faisait beaucoup dans ces questions de tactique et de stratégie, mais qu'on retrouve très facilement. Hein. Enfin, l'international situationniste aussi, on a beaucoup parlé dans les années 60 et 70, mais aujourd'hui on a aussi la manière dont on va pratiquer, la manière dont on va s'approprier un espace public pour en détourner les usages. Là, les enfants, c'est les acteurs les plus pertinents hein, pour ce genre de démarche. Mais on l'a vu aussi, hein, comment utilise le théâtre, des compagnies aussi diverses qui vont utiliser en tout cas la narration pour redonner un sens et de nouveaux usages à l'espace public, qui sont des perspectives en fait qui sont déjà intéressantes. Et on pourrait se poser la question de, et j'aimais bien ce qu'a mentionné aussi le premier intervenant, du futur en tout cas de la gouvernance du projet urbain, qui ne serait pas peut-être un jour simplement d'orchestrer les choses qui existent déjà et de leur donner un sens qui est peut-être plus dans la construction en tout cas du projet urbain. Nous on l'a fait par quelque chose de très succinct, de très simple, hein. L'année dernière par un projet qu'on a appelé le Citizen Truck. On a pris un camion et puis on s'est mis dans les rues de Genève, on a sorti un barbecue, on a fait une paella, on a mis des tables, des chaises, et puis on est resté là en fait pendant des soirées. Et puis les passants qui avant utilisaient cet espace comme un simple lieu de transit sont tout simplement arrêtés avec nous. Il y en a qui ont sorti une guitare, il y en a qui sont allés chercher une bouteille de rosé, il y en a qui ont amené leurs enfants et puis qui ont joué. Et puis en fait, juste par cette intervention qui avait plutôt pour fonction d'être un clin d'œil à de nouveaux usages de l'espace public, eh ben on a essayé de favoriser de nouveaux usages. Je pense que cette beauté de l'urbain, en tout cas, elle est là dans cette multiplicité, en tout cas, des possibilités qui nous sont offertes, et puis de notre manière aussi d'en profiter. C'est aussi ce regard-là qu'on doit porter en tant qu'habitant, et puis qu'on doit essayer de favoriser. Vendredi soir, il y a la fête des voisins, qui a aussi un petit peu cette fonction-là. Hein. Là, c'est un projet porté par l'État, l'institution, l'Europe, le monde occidental, tout le monde. En Suisse, on l'a aussi, hein, cette fête des voisins vendredi. Qui a pour vocation en tout cas à nous faire sortir dans la rue et à faire des usages qui sont un peu différenciés. Pour faire le lien, cette fête des voisins, et c'est aussi des choses qu'on a revues, c'est un peu la création d'espaces intermédiaires, qui pour moi est un levier hyper important, en tout cas dans la participation des habitants. C'est que pendant un temps donné, ici c'est temporaire,
on va créer un espace qui va être, en tout cas, permissif dans l'utilisation de l'espace public et qui va donc soulever pas mal de questions. Parce que ces espaces intermédiaires, on se retrouve la fête des voisins, mais je pense que les grands voisins, c'est un petit peu la même chose. On a le Campo de Cebada à Madrid. En France, il y a les universités foraines aussi qui sont beaucoup développées, hein, à Clermont, à Rennes, à Avignon, qui sont en fait des espaces physiques, mais aussi en termes de temporalité, où l'action est favorisée, où l'action est permise, et surtout, moi, en tant que citoyen, je vais me retrouver sur ces possibilités dont on parlait, mais alors puissance 10, puissance 20, puissance 30. Je peux agir de manière beaucoup plus libre, et en plus, il y a une dynamique qui se crée vers le commun, puisque en général, ce qu'on essaye de faire, c'est que ces actions-là soient démonétarisées, et qu'en plus, elles essayent d'avoir un intérêt public. En tout cas, c'est les critères qui souvent ressortent dans ces projets-là. Nous, on l'a fait donc, par ce Citizen Truck, par un projet qui s'appelait DSMY14, donc c'est un projet d'urbanisme participatif dans une petite ville de banlieue de Genève, donc en France voisine. La banlieue de Genève, c'est la France voisine. Où on a créé pendant 2 ans ce projet-là, où on a essayé de favoriser en tout cas ces espaces intermédiaires pour que les gens puissent intégrer l'espace public et puis pour qu'ils puissent ensuite s'impliquer sur la gestion de leur quartier. Donc, on leur a permis de repeindre les passages piétons, donc il n'y avait pas de souci législatif, je peux pas, quelle peinture il faut que j'utilise, quand est-ce qu'il faut que je puisse peindre parce qu'on est sur la voie, tout ça il n'y avait pas, donc on a pu le faire de manière beaucoup plus simple. On a aussi créé du mobilier urbain qu'on a mis sur l'espace public. Alors là on n'était pas des menuisiers, hein. Il y avait la grand-mère de 85 ans du quartier qui est venue, il y avait les enfants de 5 ans qui ont peint, et puis on ne s'est pas posé la question de si le mobilier urbain il était ou pas aux normes de l'usage qu'on en fait d'habitude. Il avait une vocation temporaire, on savait qu'il allait être utilisé pendant 6 mois. On a géré, nous, en tant que facilitateur, et puis je reviendrai un petit peu pour finir sur ça, le lien avec la mairie, avec le maire, pour être sûr que personne ne va nous embêter. Et puis en fait, on l'a fait. Donc cette démocratie du faire dont on fait souvent la promotion, elle est possible aussi si on nous en donne l'opportunité par la création de ces espaces-là. Une autre condition peut-être qui est en lien avec ça, c'est un peu le rôle de facilitateur que nous en tant que collectif on assume et on revendique, qui s'inspire bien évidemment de l'advocacy planning, du community organizing qu'on a vu aussi dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans l'urbanisme social qui existe par le biais de l'éducation populaire, par le biais de tout ça en France depuis maintenant plus de 40 ans, qui fait que la perspective, nous en tant que pseudo-experts de rien du tout en fait, hein, puisque ce qu'on essaye c'est simplement, ok, on étudie un peu ça, il y en a qui sont architectes, il y en a qui sont designers, il y en a qui sont sociologues, géographes, mais en fait on se met tous au service des habitants de l'endroit sur lequel on a envie d'agir. Et quand on dit l'endroit, c'est aussi d'espatialiser un petit peu cet endroit, parce que c'est s'intéresser au quartier, mais s'intéresser aussi à la ville et la place du quartier, en tout cas dans un champ qui est un peu plus important que ce que va être la ville. Et cette position-là, elle est essentielle, puisque déjà, elle fait émerger la figure d'un tiers, qui est là pour s'occuper un peu du consensus, et qui permet aussi au processus, en tout cas, de vivre de manière un peu plus conflictuelle. Et puis de ne pas toujours être dans une recherche, en tout cas, de comment est-ce que moi, en tant qu'habitant, je peux prendre en considération le rôle du technicien, parce qu'en fait, au départ, et ça fait le lien avec le premier point que j'ai voulu aborder, ce technicien-là, normalement, il est censé être au service de la communauté. Donc c'est lui qui devrait adapter, en tout cas, son travail à mes propres, pas simplement mes propres besoins, mais aussi mon propre langage et mes propres modes d'expression. Et c'est là que c'est intéressant aussi comment ce rôle de facilitateur dans le projet, il arrive aussi, in fine, à challenger un peu quel est le rôle du technicien et puis quelle va être en plus sa place. Puisque peut-être que c'est plutôt le technicien qui doit, lui, essayer de traduire les besoins des habitants que les habitants essayer de traduire leurs besoins en fonction du langage du technicien. En tout cas, je crois que cette impulsion du tiers, elle est de plus en plus démocratisée dans les projets. Les projets que j'ai mentionnés avant, ils sont présents là. Je pense qu'ici, on a eu des interlocuteurs qui ont aussi cette figure-là. Et que, peut-être pour finir, et puis pour revenir sur un type d'outil dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi cette fonction que peut avoir le numérique comme facilitateur et surtout comme un média qui, pour moi, en tout cas, permet 2 choses essentielles dans la participation des habitants dans la production urbaine. C'est la transparence du projet et l'accessibilité du projet aussi à ça. Pour revenir rapidement sur ça,
la question de l'accessibilité, parce qu'on me pose toujours la question, ouais, vous travaillez le numérique, et puis la première question qu'on a, c'est, mais la fracture numérique. La fracture numérique, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je pense quand même qu'on peut avoir un regard qui dit qu'on a beaucoup plus de fractures sociales ou de fractures économiques qu'une fracture numérique. Même les personnes les plus âgées, qu'on dit toujours les plus vulnérables à l'utilisation de la technologie, sont intéressées par cette thématique-là. Ma grand-mère qui a eu 80 ans il y a 2 mois, elle a une tablette et puis elle ne sait pas très bien s'en utiliser, mais en tout cas elle a un intérêt et puis elle essaye de jouer avec. Et puis c'était pas Einstein et puis elle a jamais eu non plus une vocation très numérique dans ce sens-là. Donc la fracture du numérique, je pense qu'on peut quand même un peu la nuancer dans ce sens-là. Par contre, l'accessibilité que permet le numérique, c'est sur différents profils de citoyens, de ceux qui n'ont pas le temps, de ceux qui ne sont pas intéressés par les espaces de réunion parce qu'ils ne sont pas à l'aise dedans, de ceux qui ne sont pas intéressés non plus par l'action concrète du potager parce qu'ils n'ont pas la main verte. Ça offre un nouveau portail de participation qui ne doit pas être unique, mais qui doit s'accumuler à différentes choses. Et là, on l'a vu aussi tout à l'heure, dans cet éventail de multiplicité des espaces, des espaces publics qui fait que c'est dans leur continuité, dans leur accumulation, qu'on trouve en tout cas leur aspect un petit peu plus intéressant et puis un peu plus complet. Et puis le dernier point, si tu me permets, c'est que l'outil numérique, et là on le voit dans des gros projets, parce que c'est surtout les grandes villes qui ont porté ces gros projets-là depuis un petit moment, mais je pense à la ville de Barcelone, à la ville de Madrid, depuis surtout les nouvelles législations des nouveaux maires, c'est la question de la transparence. Puisque ces sites, en tout cas ces applications, elles regroupent l'ensemble du processus dans lequel elle permet en tout cas à l'habitant de s'impliquer d'une manière transversale et d'avoir une vision sur où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble et sur à quoi sert ma participation dans l'ensemble du projet urbain. Merci. Ça a permis de relayer tous ces éléments qu'on avait vus d'une certaine manière au préalable. Ça a permis de resynthétiser, je trouve, à la fois cette question de l'espace public, la question de la participation, et en plus sur un support qui aujourd'hui est indispensable. Et j'aime bien ce discours sur, alors pas la non-fracture numérique, mais en tout cas voilà, cette atténuation-là, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que nous aussi, modestement, avec Atelier Capacité, on travaille sur un objet numérique, d'ailleurs, qui sera dans un des ateliers de cet après-midi. On va prendre une intervention, et puis après, on va pouvoir aller se restaurer, entre autres. Okay. Merci. Bon, je m'appelle Benjamin Pradel, je suis sociologue. J'ai soutenu une thèse en 2010 sur l'urbanisme temporaire. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, ou pas encore beaucoup. Je voudrais juste revenir sur la question du tiers dont vous avez parlé, puisque aujourd'hui je travaille dans une coopérative d'activité d'emploi qui travaille notamment sur la question de la concertation, la participation et la coproduction. Et si je reprends les propos de M. Bocquet tout à l'heure, sur l'importation en fait, des outils de l'extérieur dans la participation citoyenne, qui sont souvent, il l'a évoqué, présentés comme des agences de com, ou comme des bureaux d'études, ou comme des collectifs comme le nôtre, qui ne sont pas des agences de com, mais qui sont perçus par les habitants comme des agences de com, parce qu'ils sont payés par les élus, les services, et donc du coup il y a une question économique qui est centrale. Si on intégrait en fait la formation à la participation, ou l'ingénierie de la participation à l'intérieur des collectivités locales, on ne serait plus en situation de tiers en fait, et tout serait intégré. Et c'est une question que je pose, c'est-à-dire que des personnes comme vous, comme moi, comme des sociologues qui travaillent en mandataire, et bravo, hein, j'aimerais bien voir ça plus souvent, on aurait peut-être sur la participation, mais aussi sur la question de l'urbanisme temporaire, sur la question de faire du lien, sur la question de se donner le permis de faire aussi différemment, y compris pour Plateau Urbain, qui se positionne comme une plateforme en fait, qui est très... qui est presque d'une plateforme de mise en relation à la Uber, hein, quelque part, de différents acteurs de la demande et de l'offre. Voilà, on est tous, quelque part, j'ai l'impression, dans une position de tiers, y compris les compagnies de théâtre. La question est, est-ce que cette position de tiers a vocation à durer si elle a des difficultés à être financée, et si quand elle est financée, elle est perçue aussi parfois par les citoyens comme des parasites en fait de la participation.
réaction très, très courte. Merci. Bon, moi, je connais votre travail, j'ai lu une partie de votre thèse, en tout cas pour mon travail personnel. Moi, je crois que la question du tiers, intrinsèquement, elle sera toujours présente, puisque en tout cas, l'institution, peut-être sur cette question de l'intégration de l'ingénierie de la participation, elle a plutôt vocation j'espère, à faire de la place au tiers, justement, et à essayer en interne de plutôt avoir l'institution devrait travailler comme une interface, en tout cas, et ce tiers devrait soit favoriser cette interface-là, ou en tout cas travailler avec les habitants dans l'accessibilité à l'interface, et puis dans l'usage de cette interface-là. Peut-être qu'on arrivera un jour à avoir de la place, et puis, mais effectivement, on l'a mentionné, hein, ni les écoles d'architecture, ou très peu, ni les écoles d'urbanisme ne travaillent la participation, et puis se confrontent à ça en disant, voilà, maintenant on doit travailler de cette manière-là, puis ça reconfigure un peu notre travail là. Peut-être pour juste terminer, en Espagne, il y a de nombreux collectifs d'architecture qui, j'ai travaillé ma thèse sur Madrid, qui ont intégré en tout cas cette question de la participation. C'est pas parce qu'on leur a appris en école d'architecture, c'est parce qu'il y a eu la crise immobilière de 2008 et qu'ils se sont retrouvés sans boulot. Et qu'il y a un moment dans lequel les gens qui étaient les plus impliqués en tout cas dans la vie sociale et sur la question de l'espace public, notamment en lien avec le Quince-Aimé, hier c'était l'anniversaire d'ailleurs du Quince-Aimé pour les petites bougies, sont des gens qui se sont dit, nous on va repenser notre travail, on va aller sur l'espace public, on va rencontrer des associations de voisins, et puis on va commencer à repenser la fabrique urbaine. Et puis du coup, ils challengent maintenant un petit peu tout ça, et puis dans les mairies, bien évidemment c'est plus ouvert, hein, l'élection de Manuela Carmena, d'Ada Colau, qui ont permis un petit peu tout ça, et on se retrouve qu'il y a un contexte en tout cas favorable pour cette création d'interface, et puis pour cette émergence du tiers, que la ville, les institutions n'ont pas envie d'avoir ce rôle, hein. Mais en tout cas ils ont envie d'être entre eux, ce tiers et puis les habitants, parce qu'en fait il y a des leviers qu'on n'est pas capable de pouvoir faire en tant qu'institution.